Donc, je vous propose qu'on démarre. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce Facebook Live. Vous commencez à avoir l'habitude de ces rendez-vous qui permettent d'aborder les sujets qui touchent notre ville. Le dernier en date sur l'éclairage public est d'ailleurs disponible sur notre compte Facebook. En ce qui concerne le sujet de ce soir, c'est un thème que nous voulions aborder depuis bien longtemps, et ce pour deux raisons principales. Premièrement, c'est le thème qui touche tous les citoyens et les citoyennes de notre ville. Le deuxième, c'est malheureusement le thème sur lequel la majorité pêche par son manque de transparence, d'explication et de vision. Parce que c'est un sujet central, la loi oblige un certain nombre de rendez-vous qui sont censés être des moments de débat, d'échange avec les élus. Alors certes, nous écoutons, car en fin de compte, ces échanges sont vraiment très loin du niveau qu'ils devraient avoir pour débattre sur les projets court terme et sur la vision de l'avenir de notre ville à moyen et long terme. Ce sujet, vous le savez, c'est donc le budget de notre ville. Un budget, c'est évidemment des dépenses, et donc des investissements dans nos bâtiments publics, dans les projets, dans la voirie, mais c'est aussi des recettes, et donc nos impôts par exemple. Un budget, c'est technique. Ça n'est pas évident à appréhender, mais pour autant, c'est un objet majeur qui déterminera si les routes sont en bon état ou pas, si les écoles sont rénovées ou pas, etc. Depuis bien longtemps, il nous semble que les Verriérois et les Verriéroises ne sont pas assez informés, pas assez associés au budget de leur ville. À force d'insister auprès de la majorité, depuis de longues années, on sent un frémissement dans la communication. Mais communiquer n'est pas associer. Communiquer, ce n'est pas débattre. C'est donc ce que nous prévoyons de faire avec vous ce soir. Je ne vais pas être plus long et je vais laisser la parole au spécialiste des finances publiques, Michel Yael. Nous allons commencer par une présentation du budget et de ce qu'il faut en retenir, et nous enchaînerons sur le débat et vos questions que vous pouvez poser sur le live du Facebook. Michel, c'est à toi. Je lance la présentation. Merci David, et y compris de t'occuper de la présentation, ce qui permet de se concentrer sur le fond. Bon, l'idée n'est pas de faire un cours ex cathedra sur le budget communal pour endormir tout le monde dans cette fin de journée, mais plutôt de revenir sur les caractéristiques du budget de notre commune, la façon dont il se profile, décrire les quelques lignes de force qui sont les siennes pour pouvoir l'illustrer concrètement, et puis vous dire en terminant, avant de répondre aux questions, c'est ça le but de la manœuvre aujourd'hui, quelles sont nos propres orientations en la matière. Alors, sur le premier aspect des choses, il faut d'abord rappeler les grands principes d'un budget communal. On s'arrêtera là sur la doctrine. C'est dans les aspects généraux. Vas-y, voilà. Bon, il y a 5 grands principes. Je vais en commenter 2. Vous en avez 3 en bas. Vous voyez, unité, universalité, spécialité. S'il y a des spécialistes des finances publiques parmi vous, ils connaissent cette règle qui s'applique aussi à l'État, par exemple. Mais ce qui est intéressant dans la commune, ce sont les 2 premiers principes. L'équilibre des dépenses. Les communes et les collectivités locales sont les seules entités à appliquer ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire avoir une obligation d'équilibrer toutes leurs dépenses par toutes leurs recettes, contrairement à l'État qui est souvent en déficit ou à la sécurité sociale qui l'est pour d'autres raisons, mais qui l'est quand même. Donc c'est un point clé puisque les communes sont autonomes dans leur choix, mais elles sont quand même obligées de respecter cette règle d'or au risque sinon de voir leur budget annulé par la tutelle préfectorale. Alors l'annualité, c'est un point important puisqu'on doit avoir un budget chaque année. Alors il y a des sigles là qui sont très barbares, mais qui renvoient à une certaine forme de logique. Avant d'adopter le budget, on a un débat d'orientation budgétaire, le DOB, qui s'appelle maintenant le rapport d'orientation budgétaire. C'est-à-dire qu'en fait, le débat, pas le dossier, je me suis trompé, pardon, le débat d'orientation budgétaire se déroule sur la base d'un rapport que présente le maire et qui définit les grandes orientations, comme son nom l'indique, de l'année à venir, voire des années suivantes. Bon. On le verra à Verrières, ces documents, pour des raisons qui m'échappent, ont toujours été d'une assez grande pauvreté, ce qui fait qu'il m'est arrivé de dire à des maires précédents que ces débats n'étaient pas des débats, qu'ils comportaient peu d'orientation et que leur contenu budgétaire restait à déterminer. Le BP, c'est le budget primitif. Donc, c'est le premier budget qu'on adopte en général en décembre
novembre-décembre, plutôt décembre de l'année N-1, c'est-à-dire qu'en décembre 2019, on a par exemple adopté le budget 2020, ce qui est assez logique. Et si en cours d'année, il y a des besoins qui peuvent se faire jour, à ce moment-là, on adopte un budget supplémentaire. Enfin, le compte administratif, c'est l'équivalent, pour ceux d'entre vous qui travaillent en entreprise, des comptes d'une entreprise, des comptes certifiés qui généralement interviennent en mars ou avril de l'année suivante. Donc, le compte administratif 2020, on l'aura a priori en mars ou avril ou mai 2021. Donc, vous voyez, tout ça est assez logique. Ces documents sont difficiles d'accès, mais vous pouvez quand même jeter un œil, même s'ils ne sont pas très disaires, sur le site de la commune, puisqu'ils y figurent tous. Et c'est une lecture qui, à ce défaut d'être opérative, est informative. Sans être trop long sur cet aspect technique, je voudrais signaler une particularité du budget 2021. Nous avons voté récemment un budget, enfin nous ne l'avons pas voté, mais la majorité a voté un budget 2021 tronqué, avec des trous, une sorte d'origami, au motif que nous n'avions pas le compte administratif 2020. Effectivement, le compte administratif 2020, on l'aura dans un mois ou deux. Bon, la curiosité de cette apparente logique, c'est que toutes les années précédentes, en remontant très loin, on n'avait jamais le compte administratif quand on votait le budget par construction. Donc, on était obligé d'avoir une prévision, puis on la recalait une fois le compte administratif adopté un peu plus tard. Donc, les raisons qui font que ce tour de passe-passe s'est imposé en 2021 sont sans doute en partie liées à la conjoncture du Covid, mais je pense que le Covid a bon dos et on pourrait y revenir si ce sujet dont je m'excuse du caractère technique et juridique, pour le coup, vous intéresse. On le verra dans la discussion tout à l'heure. On peut passer à la slide suivante. Bon, la caractéristique centrale de la commune, et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est plutôt d'ailleurs un motif de satisfaction pour nous tous, c'est qu'elle est prospère. Ce qui nous agace parfois, c'est que les majorités successives, enfin la majorité au pouvoir depuis des années, n'a de cesse de se plaindre de toutes les vilainies que lui fait l'État, que l'État d'ailleurs soit d'une majorité ou d'une autre. Bon, en réalité, comme Verrières est prospère, Verrières ne bénéficie pas des leviers financiers mis en place par la puissance publique pour les communes les plus pauvres, ça va sans dire, et voire même doit contribuer elle-même à la compensation, ce qu'on appelle la compensation, au bénéfice de ces collectivités moins riches qu'elle. D'une certaine manière, quand on paye l'impôt sur les bénéfices, quand on paye l'impôt sur les grandes fortunes, qui ne s'appellent plus comme ça aujourd'hui, c'est que quelque part, et sauf erreur fiscale, on a une matière, en matière de revenus, une situation plutôt enviable et on ne demande pas le RSA. Donc, vous voyez, les indices sont quand même très parlants. C'est le premier potentiel fiscal de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, CPS, qui elle-même a un gros potentiel fiscal. C'est un niveau de recettes fiscales extrêmement élevé, qui est de 900 € par habitant, qui est à peu près à 2 fois la moyenne nationale, ce qui est pas mal. Et premier contributeur du FPIC, le FPIC, c'est un fonds de péréquation intercommunal, et effectivement, au sein de l'intercommunalité à laquelle nous appartenons, c'est Verrières qui fournit le plus haut niveau de contribution compte tenu de sa situation. Et elle n'a même pas de dotation au titre du logement social, puisque pour ceux que ça intéresse, ce sujet est sensible. Nous sommes à un taux d'équipement en logement social d'un peu plus de 18%, alors que l'obligation légale est à 25%. J'ai mis en bas le coût du Covid affiché, qui est d'1 million d'euros. On n'en sait pas beaucoup plus. On sait simplement que le Covid aurait, en 2020, coûté en dépenses supplémentaires 500 000 € et coûté en recettes manquantes, notamment des services ouverts au public qui a été fermé, 500 000 €. Bon, 1 million d'euros pour une maison, pour une commune comme la nôtre, c'est une somme, on le verra, mais ça n'est pas totalement insurmontable. Donc la première dimension qui frappe lorsqu'on regarde de près Verrières et qu'on la situe parmi ce qu'on appelle les communes de sa strate, c'est-à-dire de sa catégorie à la fois géographique et démographique, c'est qu'elle se porte bien et même très bien. Alors, sur la diapo suivante, on pose une question. Une gestion n'est jamais trop prudente. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la gestion en bon père de famille. Et l'obligation que je rappelais tout à l'heure d'équilibre des comptes, des budgets en tout cas,
fait qu'on ne peut pas partir à l'aventure dans une commune comme Verrières sans prendre des risques majeurs. Donc, ce n'est pas nous qui critiquons la prudence. La question, c'est de savoir si on ne serait pas par hasard trop prudent. On a des dépenses de fonctionnement, on viendra tout à l'heure sur les détails, assez peu dynamiques. Vous voyez, on est sensiblement en dessous en euros par habitant quand on se compare à la communauté Paris-Saclay, CPS. Donc 1160 € contre 1309, ça fait quand même 200 € d'écart, c'est presque 20%. L'investissement, on y reviendra, on est à 5,2 millions, ce qui n'est pas considérable, loin s'en faut. On a une dette supportable que l'on pourrait rembourser si le besoin s'en faisait sentir en 6 ans. La norme prudentielle, comme on dit dans le milieu, est plutôt de 10 à 12 ans et l'excès à ne pas, la durée à ne pas franchir, si je puis dire, ne pas outrepasser, c'est 15 ans. Donc vous voyez, on est relativement à l'aise. Et puis la fiscalité, la municipalité s'est enfin décidée en 2007 à geler les taux, ce que nous proposions depuis une dizaine d'années, puisque nous en avions les moyens, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc tout ça fait que le moteur communal en matière financière, que ce soit sur la partie fonctionnement ou sur la partie investissement, n'est pas d'un grand dynamisme, malgré cette robustesse générale qui précisément devrait plutôt incliner la majorité à aller de l'avant, y compris en début de mandature. Alors on passe. Ce que nous critiquons souvent, c'est ce que nous appelons le manque de vision. Alors le manque de vision, vous allez nous dire, oui, mais ça c'est un peu théorique, ça veut dire quoi? Bon, d'abord, pendant des années, et malheureusement ce volet-là perdure, les débats budgétaires, qui sont pourtant les plus importants dans une collectivité comme une commune de cette taille, sont d'une pauvreté insigne. Les quelques-uns d'entre vous qui parfois participent au conseil auront sans doute compris qu'en dehors d'aligner des colonnes de chiffres, on n'a pas beaucoup de place pour la discussion, l'orientation, le débat, le cas échéant la polémique. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Alors, nous reconnaissons très volontiers que des efforts conséquents ont été réalisés par la nouvelle équipe municipale. D'une part, un cabinet comptable a fait un rapport qui n'est pas un rapport d'audit, j'y reviendrai, mais de présentation très robuste des réalités de la commune en matière budgétaire, dont une partie des sujets que je suis en train de vous présenter. Ceci est en ligne sur le site de la ville et ça se lit convenablement. Et dans le dernier mensuel, l'infographie que nous avons reprise, pour être tout à fait transparent, de présentation du budget est tout à fait correcte aussi, et nous ne critiquons évidemment pas les services qui sont toujours à l'écoute et qui font du mieux qu'ils peuvent, avec parfois bien des difficultés. Enfin, il nous semble, si vous voulez, qu'il y a un manque de maîtrise globale de ces questions financières, qui certes sont complexes, mais enfin qui sont le nerf de la guerre. C'est un peu comme quand on se balade dans une forêt et qu'on n'aime pas les arbres, il y a un moment donné où ça bloque. Donc je pense qu'il y a un problème d'investissement dans cette maison, au sens intellectuel du terme, sur les problématiques techniques et la capacité justement à se projeter sur une durée qui est un peu plus d'1 an, puisqu'il nous semble qu'on est élu avec un programme. Ce projet ou ce programme porte sur les 6 ans du mandat, et il est normal que nos concitoyens sachent exactement ce qui va se passer sur la totalité de l'exercice et pas simplement sur une année. Alors, il y a une sorte de cycle systématique pour les connaisseurs à Verrières qui se répète d'une année sur l'autre depuis maintenant bien longtemps. C'est qu'il y a des crédits d'équipement qui sont non consommés. Vous verrez cette bizarrerie tout à l'heure qui veut qu'on prévoit 6-7 millions d'investissements et en réalité, on a une autorisation de dépense de 20 millions. Donc, ça veut dire que les crédits d'équipement sont non consommés pour des raisons liées à des retards, le plus souvent, ou à des épisodes divers qui font que les choses n'avancent pas comme un Malraux, sont parfois aussi non consommés parce qu'on n'a pas le sentiment qu'ils soient très bien cadrés. On reviendra sans doute sur les questions liées au développement du vélo et des pistes cyclables. Donc, on a des crédits d'équipement qui se reportent d'une année sur l'autre. On vote des emprunts dont beaucoup ne sont pas utilisés puisqu'on est excédentaire. Donc, tout ça contribue à alimenter les réserves et un bas de laine, pourquoi pas. Et ce bas de laine, en général, est vidé, comme par hasard, l'année précédant les élections générales qui ont lieu, comme vous le savez, tous les 6 ans. Bon, il n'y a rien de pénalement répréhensible ni juridiquement répréhensible dans cette approche. Simplement, disons que
on voit les coutures, comme on dit chez moi. Hein. Cette approche est assez caricaturale et elle ne nous paraît pas tout à fait à la hauteur des besoins de notre commune, qui compte quand même beaucoup de besoins et sans doute beaucoup de projets à financer qui ne le sont pas, faute de ce dynamisme et faute de cette vision. Alors, on passe. Donc là, nous nous sommes calés, si je puis dire, sur la présentation qui est faite dans le mensuel du mois de mars, à la fois parce qu'elle est très bien faite et parce que ça nous permet de partir de chiffres qui sont partagés et qui ne sont pas inventés. Donc, je ne vais pas tout vous commenter, simplement quelques petites remarques sur chacune de ces slides. Tout en haut à gauche, vous avez 2 200 000 euros venant de l'État dans ce qu'on appelle les recettes de fonctionnement, et vous avez en dessous les produits des services d'1 250 000 euros. Produits des services, ça veut dire des services municipaux payants par vous et moi, vous et nous, en fonction évidemment de la prestation demandée, parfois des revenus, etc. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que même si les contributions de l'État, pour les raisons que je rappelais tout à l'heure, sont moindres que précédemment, et moindres que dans d'autres communes, vous voyez qu'elles représentent encore près du double de ce que nous recevons au titre des prestations de services fournies sur ce qu'on appelle les recettes propres de la commune. Donc, ça n'est pas totalement négligeable non plus. Si vous regardez en haut à droite les recettes d'investissement, cette fois-ci, hein, on n'est plus dans les recettes de fonctionnement, les recettes d'investissement. Un petit détail technique, les remboursements de TVA sont généralement d'autant plus importants, et c'est une ressource sensible pour une commune, qu'il y a eu des travaux conséquents l'année précédente. Voilà. Bon, je n'en dis pas plus sur cette slide, peut-être juste pour vous dire qu'en bas à gauche, vous avez le thème culture association, et que justement, les crédits aux associations font partie de nos demandes récurrentes de précision, mais on y reviendra sans doute tout à l'heure. Donc, on passe à la planche suivante, sur les chiffres du budget 2021. Donc là, vous avez le budget total, dépenses de fonctionnement, plus dépenses d'investissement. Ça fait 20,6 plus 6, ça ne fait pas 29,5. Donc, il y a des effets là-dedans de remboursement d'emprunt. Mais grosso modo, ce sont les masses qu'il faut avoir en tête. Et ce qui est curieux, donc, c'est que les 6 millions d'investissements sont la part qui va être dépensée d'une somme beaucoup plus importante, donc d'une vingtaine de millions, qu'on retrouvera uniquement au compte administratif. Ça, je n'avais jamais vu ça, mais là, je l'ai trouvé à Verrières-le-Buisson. Ce qu'il faut dire aussi, vous le savez, c'est qu'en termes de compétences, la commune ne fait plus tout comme auparavant. Désormais, l'intercommunalité, la communauté d'agglomération de Paris-Saclay a pris, comme la loi l'y autorise, beaucoup de compétences sur des sujets aussi importants que l'assainissement ou le développement économique, par exemple. Donc, il ne faut pas penser que parce que ces items-là ne figurent pas, nous n'avons aucun crédit en la matière. Il y a maintenant une sorte de partage des tâches entre chaque commune et l'intercommunalité. S'agissant des impôts locaux qui figurent, c'est sur le rond vert, le rond sur la gauche et la partie verte de ce rond représente les impôts locaux, donc ça fait 14 millions sur une vingtaine de millions, c'est beaucoup. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la réforme de la taxe d'habitation dont vous allez bénéficier en deux phases, puisqu'il y aura d'abord 80% des contribuables, puis les 20% suivants l'année suivante, ne vont pas coûter 1 euro à la commune, qui sera remboursé à l'euro près du manque à gagner, puisque les communes vont se voir attribuer des droits de mutation qui auparavant étaient dédiés aux départements, qui eux-mêmes vont récupérer des crédits venant d'ailleurs. Je n'entre pas dans les détails. Donc l'argument selon lequel la réforme de la taxe d'habitation prive la commune de ressources est faux, puisque ce mouvement fiscal, si vous voulez, va être, c'est la loi de finances qui le prévoit, intégralement compensé. On peut prendre la slide suivante. Donc là, vous avez recettes et dépenses d'investissement. Donc, vous voyez la façon dont les choses se répartissent. En réalité, il faut rentrer un peu dans les détails, puisque vous avez un petit vélo en bas qui pourrait symboliser le fait qu'on ne s'intéresse là qu'aux déplacements correspondant au vélo et à la construction de pistes cyclables. En fait, c'est environnement, mobilité, développement durable, c'est un ensemble assez vaste, ce qui d'ailleurs nous fait penser
qu'il n'y a pas beaucoup de crédits qui soient réservés aux pistes cyclables, puisque, pour vous donner un exemple, en moyenne, 1 kilomètre de piste cyclable en zone urbaine, ça coûte autour de 250 à 300 000 euros. Donc, si vous avez plusieurs kilomètres prévus, vous voyez bien qu'il faut investir lourdement et le faire sur la durée. Voilà, on tourne. Merci. Alors, bon, commenter, le cas échéant critiquer, c'est bien beau. Ce qu'il faut aussi, c'est proposer. Nous l'avions fait dans notre projet de ville et nous avons repris là les quelques éléments qui, pour nous, n'ont pas changé, qui sont les valeurs dont on a mises là en exergue en utilisant des majuscules. Bon, d'abord, la transparence. Alors, la transparence, c'était une sorte de bouteille à l'encre en matière budgétaire. On ne veut pas dire que les documents budgétaires ne soient pas transparents, puisque de toute manière, ils sont contrôlés notamment par le comptable public. Les chiffres sont exacts. Ce sont les attendus qui ne sont pas transparents, la mécanique générale et ce qui sous-tend des choix budgétaires, c'est-à-dire des choix politiques. Et nous considérons que c'est bien d'avoir fait ce travail technique de présentation des comptes en confiant à un cabinet comptable, mais nous aspirons à ce qu'il y ait un audit financier indépendant de la municipalité et dont les résultats seraient rendus publics. Ce n'est pas que nous ayons des soupçons en quoi que ce soit, mais je pense que comme les communes sont très peu contrôlées, comme les chambres régionales des comptes qui en ont la charge, notamment en Île-de-France, ont un taux de rotation par commune qui est de 30 à 35 ans, ce n'est pas demain que la CRC viendra voir si nos comptes sont bien tenus et nos dépenses aussi. Et donc, il faudrait recourir à un cabinet spécialisé en la matière. Ça se fait, beaucoup de communes le font et ça ne coûte pas très cher. Ce qu'on appelle la visibilité, c'est, j'y reviens, les perspectives pour la mandature. On peut avoir des budgets annuels, mais il faut qu'ils s'inscrivent dans une perspective pluriannuelle, notamment en matière d'investissement. Alors certes, il y a des projets, il y a même des objets, comme on dit dans le milieu en matière urbanistique, mais tout ça est assez flou et on ne sait pas quand commencent les travaux, quand ils se terminent, s'il y aura des ajustements. Et donc là, vous voyez bien qu'en comparant point par point les projets municipaux et la façon dont les choses se sont enclenchées, et même en prenant tout à fait en considération la pandémie, il faut être objectif avec cette question, on a un écart qui devient abyssal et qui ne va faire, à notre avis, que se creuser. Bon, la démocratie locale, c'est un objectif, c'est quelque chose qui s'acquiert par le débat et parfois par le combat. On en est loin à Verrières, puisque nous-mêmes élus avons du mal à avoir de l'information. Donc on imagine que pour les habitants qui n'ont pas cette chance d'être élus, c'est encore pire. Nous avions proposé un système de conseils de quartier, 4 ou 5 quartiers, dotés de budgets participatifs, qui ne sont pas symboliques, mais qui ne sont pas non plus mirobolants. C'est tout à fait à la portée de la bourse communale de Verrières. Et puis, ça permet d'avoir des comptes rendus de mandat qui mélangent à la fois des sujets de portée générale et des sujets plus ciblés du point de vue géographique. Enfin, le dernier point, c'est dynamiser les cofinancements. Une commune qui a des idées, qui a des projets, peut se faire aider par d'autres collectivités, les départements, l'agglo, la région, par des organismes spécialisés, regardez en matière d'énergie comme l'ADEME, par des banques publiques, la Caisse des dépôts, la Banque postale, etc. Ça ne veut pas dire qu'il suffise de claquer les doigts pour obtenir ces cofinancements, mais ça veut quand même dire qu'en ayant un tout petit peu d'imagination, surtout en ce moment, avec le plan de relance, il y a probablement, si l'on peut s'exprimer familièrement, des coups à jouer qui ne seraient pas superflus et qui permettraient de combler un certain nombre de besoins. Bref, il nous semble que même si ça va un tout petit peu mieux, puisque certaines personnes s'occupent de cette question des cofinancements aujourd'hui dans la nouvelle équipe, il y a encore des marges de progrès. Encore une fois, nous sommes à Verrières-le-Buisson, ville d'Île-de-France, dotée d'un certain prestige, de 15 000 habitants. On n'est pas un petit village de Lozère perdu sur son plateau. Voilà ce qu'on pourrait dire, ce qu'on peut dire sur nos propositions qui sont évidemment à compléter. On n'en a donné que quelques-unes pour donner un aperçu un peu en contrepoint de ce que nous avons indiqué dans la présentation. Voilà, je ne vais pas être plus long puisque nous étions dit qu'il fallait que cette présentation ne dure pas plus d'une vingtaine de minutes et que l'essentiel soit consacré à vos questions, à vos remarques, à vos observations auxquelles on va essayer de répondre avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Michel, pour cet exposé. Alors, effectivement, on va passer à la séance de questions-réponses. Donc, il y a déjà un certain nombre de questions sur le Facebook Live. N'hésitez pas à les poster. Et si jamais on n'arrive pas à y répondre à toutes pendant cette séance, on ne manquera pas de vous communiquer les réponses différemment. Alors, une première question, Michel, tu en as parlé un petit peu au sujet des pistes cyclables, posée par le Pacte pour la transition de Verrières-le-Buisson, qui souhaite connaître le budget alloué au développement des infrastructures en faveur des mobilités actives dans le cadre de son plan climat RO territorial, ainsi que le montant des demandes de subventions. Y a-t-il en fait un plan pluriannuel prévu? Alors, je parle au conditionnel, hein, puisque une bonne manière de ne pas être critiqué, c'est de ne pas informer. Donc, nous sommes très peu informés et donc nous pouvons mettre à côté, si je puis m'exprimer ainsi. À notre connaissance, il n'y a pas plus sur cette matière-là que sur d'autres secteurs de projection pluriannuelle de la dépense. Vous avez vu sur une des planches de la présentation le petit vélo là, sur le pôle investissement qui s'inscrit dans une enveloppe plus globale, je crois, de 600 K euros. Bon, ce que nous savons, c'est que d'après différents rapports, alors évidemment, il peut y avoir des variantes selon la nature des travaux, le degré d'ambition, le statut du foncier, etc. Mais encore une fois, 1 kilomètre de piste cyclable en milieu urbain, c'est 250 à 300 000 euros. Voilà. C'est probablement un peu plus ici, un peu moins là-bas, mais c'est l'ordre de grandeur. Voilà. Donc, comme nous n'avons pas le détail, en tout cas, nous ne le connaissons pas de ces ambitions, nous supposons que c'est à l'intérieur de ce poste de 610 000 euros que se loge, en tout cas pour 2021, l'ambition en la matière. Voilà. Ça ne nous semble pas tout à fait à l'échelle des attentes de nos concitoyens sur ce sujet-là, c'est clair. Ok, effectivement, donc ça illustre bien le problème de transparence que tu as évoqué pendant ta présentation. Nous avons une question de Chloé qui nous dit à juste titre que l'argent est le nerf de la guerre. La question, c'est que préconisez-vous pour faire la chasse au fameux cofinancement? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, comment dire, on considère, nous, que quand il y a un projet qui correspond à un besoin bien identifié, surtout quand c'est un projet d'investissement, parce que les cofinancements se posent surtout dans ce domaine-là, plus qu'en matière de fonctionnement, il faut d'emblée avoir une vision globale du sujet en se disant, voilà, les sommes que nous pouvons mettre en jeu sont celles-là, les besoins se chiffrent à temps, et c'est un peu comme quand on achète une maison, il va falloir soit qu'on s'endette, soit qu'on ait des aides, et on va regarder où sont les aides. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de communes de notre taille, il ne s'agit pas de se comparer à Paris, Lyon, Marseille, y compris hors d'Île-de-France, bien évidemment, qui ont des projets assez emblématiques, qui n'ont pas forcément autant de ressources que nous, et qui savent, parce que voilà, elles sont câblées de cette manière-là, si je puis dire, aller chercher les financements là où ils se trouvent, pas uniquement dans d'autres collectivités, mais aussi avec des établissements publics ou des organismes officiels qui s'occupent, selon les sujets qu'on veut traiter, par exemple en matière d'économie d'énergie, de l'ADEME, de l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, que sais-je encore. Donc l'idée, c'est d'avoir une stratégie qui soit, comment dirais-je, marquée par l'unité de lieu, l'unité d'action, l'unité de temps. Alors qu'à Verrières, on a toujours le sentiment que les choses se font pas à pas, qu'on a besoin effectivement d'un peu de sous, qu'on vient nous revoir en disant tiens, est-ce que vous autorisez le maire à demander une subvention à la région? C'est 6 mois après. Bref, il y a un problème d'ingénierie financière et pour ça, il n'y a pas à tortiller, il faut avoir de l'énergie et quelques compétences. Merci Michel. Du coup, il y avait Laure qui demandait si, à notre connaissance, des subventions avaient été demandées pour l'aménagement des pistes cyclables. Je pense que oui, pour être tout à fait honnête. Je ne veux pas faire de mauvais procès à qui que ce soit. La question devrait plutôt être quel est l'objectif de la municipalité, toutes choses égales par ailleurs, sur la mandature, sur les 6 ans. Donc la période qui vient de se passer
jusqu'aux prochaines élections municipales. Par exemple, si c'est une unité de compte, il faut compter combien de kilomètres de pistes cyclables et de quel type de pistes cyclables. Et à ce moment-là, on fait une règle de 3, on regarde ce que ça coûte et on va voir précisément si on peut, soit compte tenu de notre bonne santé financière, emprunter en la matière, soit, ou ça peut être les deux à la fois, demander des aides à qui en distribue dans ce domaine. Oui, il faut partir du projet, quoi, voilà. Et là, j'ai l'impression qu'on ne part pas vraiment du projet. En tout cas, nous, on ne le connaît pas. Ok. Nous avons une question de Thibault qui nous dit qu'il a entendu que les opérations du programme Cœur de Ville donnaient de bons résultats dans certaines communes françaises. À son sens, Verrières est une ville dont le cœur de ville a besoin d'être dynamisé. Quel est notre avis sur la question? Alors, Action Cœur de Ville, c'est un programme commun entre l'État et la Caisse des dépôts. L'État, par l'intermédiaire de l'agence qui s'occupe de la cohésion des territoires, c'est son nom, qui porte le même nom que la ministre, Mme Gourault, en charge de ces questions. Et donc, c'est un programme de revitalisation des centres-villes, essentiellement destiné à des villes de moins de 20 000 habitants, et reposant sur l'idée que pour réanimer les centres-villes, il faut en particulier réanimer les commerces, enfin en tout cas développer les commerces qui sont souvent en déshérence ou dans des situations de grande difficulté. Alors, je ne sais pas si Verrières a candidaté à quoi que ce soit en la matière. A priori, c'est le type de programme dont on peut penser qu'elle est dans la cible, puisqu'elle a à la fois des besoins d'animer son centre-ville qui n'est pas en déshérence, mais enfin qui n'est quand même pas ce qu'on fait de mieux sur la planète France. Et d'un autre côté, Verrières a la taille a priori requise pour pouvoir discuter d'une aide éventuelle dans ce secteur. Bon, c'est un exemple, il y en a d'autres, hein, des projets de politique urbaine, de développement social urbain, d'aide au commerce, c'est pas ce qui manque. Et en particulier, dans le cadre économique que nous vivons aujourd'hui, avec un plan de relance de 100 milliards d'euros, qui n'est pas totalement destiné aux communes, mais enfin dont les communes sont un des acteurs importants, la Caisse des dépôts qui en ajoute 26 milliards, la Commission européenne qui va en financer la moitié. C'est plutôt le manque de projets que le manque d'argent qui caractérise la situation actuelle. Donc, l'heure est aux audacieux. Ok. Une autre question de Magdalès. Quelle est la part du budget pour la gestion des cantines de la ville? Comment améliorer les choses pour s'orienter? Ah. Je t'entends plus, David. Ouais, je repose la question, excuse-moi. Tu m'entends? Ça va mieux, là. Ok. Donc, je disais une question de Magdalès. Quelle est la part du budget pour la gestion des cantines de la ville? Comment améliorer les choses pour s'orienter vers un nourrir sain, local, bio? Est-ce que des investissements sur de l'agriculture locale est-il envisageable? Alors, il y a ça sur une des planches qu'on a passées tout à l'heure. Si tu peux y revenir, ça doit être dans les dépenses de fonctionnement. Ouais, je te partage ça tout de suite. Je t'en prie. Alors là, on est dans les recettes. Il faut aller après. Il y a dépenses de fonctionnement là. Ah voilà, pardon. Non, c'est pas moi qui n'ai pas les yeux en face des trous. Pôle famille. Bon, c'est très difficile de vous répondre parce que tout ça est éclaté dans des natures de dépenses. Il y a à la fois le pôle famille, il y a un pôle scolaire, notamment, mais je vais le retrouver il faut se plonger dans le budget là, je vais vous le dire. Alors, est-ce que, en particulier, l'alimentation est un secteur extraordinairement coûteux? L'expérience des autres communes qui sont plus actives en matière, par exemple, de bio, de circuits courts, etc., c'est qu'il y a un investissement de départ, mais qu'après, on s'y retrouve, compte tenu en particulier de la réduction du gâchis alimentaire, sans compter les impacts positifs pour les enfants et leur bonne santé. Donc, c'est toujours la même chose lorsqu'on investit dans ce volet-là
je dirais, de la transition écologique. Il faut le faire avec une certaine vigueur au départ. Et après, généralement, on a un retour sur investissement qui n'est pas forcément financier uniquement, mais qui est aussi qualitatif à tous égards. Parce que là, nous, on dépense quand même pas mal d'argent sur la restauration collective, qui, vous savez, est commune aux établissements scolaires et un certain nombre de nos concitoyens âgés qui bénéficient du portage des repas. Bon, après, il y a des avis à non plus finir sur la qualité de ces repas. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'ils coûtent forcément relativement cher et qu'on pourrait avoir pour le même panier probablement des menus un peu différents, sans forcément que ça mette en cause des centaines de milliers d'euros supplémentaires. Voilà. Je vous retrouverai le bon chiffre et je vous le donnerai à tête reposée, puisqu'il faut le décomposer à partir de ce gros document budgétaire. Vous voyez, ça, le budget primitif, ça a cette tête-là. Et c'est des colonnes de chiffres qui sont parlants quand on a envie qu'ils le soient, mais ce n'est pas spontané. Je confirme que c'est un document qui est relativement indigeste pour des personnes qui ne sont pas forcément familiarisées avec la comptabilité. Et ouais, ce n'est pas simple. Samantha nous pose une question sur les budgets participatifs. Oui. Pour en être l'ordre de grandeur pour notre commune, pourquoi pas d'ailleurs une partie pour le conseil municipal des enfants. On sait que ces enfants rêvent de balançoires à Verrières, par exemple. Alors, bon, il n'y a pas de règles en la matière, ni de règles de droit mécanique, mais quand on a un budget de fonctionnement de 20 millions d'euros, si on se dit qu'on aurait le cas échéant 5 conseils de quartier, on voit bien que si chaque conseil de quartier a une enveloppe, je vais revenir sur la manière de contrôler quand même ce qui s'y passe, hein, ce n'est pas des billets de banque usagés, c'est une enveloppe officielle, par exemple de 50 000 euros, ce qui est quand même significatif. Bon, bah, vous êtes à 250 000 euros, 250 000 euros sur 20 millions, ce n'est pas la mer à boire. Donc, évidemment, il y a une différence entre des dépenses de fonctionnement de petits équipements et des gros investissements. Ce n'est pas un conseil de quartier de se lancer dans une politique de gros investissements. Et il faudrait que ce soit un système délégué par la mairie centrale et qui soit évidemment très contrôlé avec des délibérations qui seraient couvertes par le conseil municipal. Moi, j'ai connu, alors vous me direz que c'est un exemple qui est d'une toute autre taille, mais enfin, à l'échelle, évidemment, les moyens étaient plus conséquents. Les conseils de quartier de la ville de Paris, qui avaient un budget de 7 milliards d'euros, donc c'est des conseils très conséquents, mais au début, tout le monde pensait que ça allait partir dans tous les sens, et les choses, à cette grosse échelle-là, qui n'est pas la nôtre, se sont finalement bien déroulées. Donc nous pensons qu'en ayant des conseils à taille humaine, c'est tout à fait possible, et ça serait une bonne idée, effectivement, de trouver un moyen d'y associer des conseils spécialisés. Il y a un conseil des enfants, et nous avions proposé, c'était prémonitoire, qu'il y ait aussi un conseil des anciens. Il nous semble qui éventuellement puisse de temps en temps se croiser, qu'un des sujets que nous aurons à traiter dans les temps qui viennent, et pas qu'à Valère-le-Puissant, c'est l'intergénération, et c'est une bonne manière de faire que de donner des moyens de concrétiser des projets qui souvent ne coûtent pas très cher et peine à se concrétiser quand on passe par un système trop centralisé, comme c'est le cas aujourd'hui. Ok, merci Michel. Alors je disais dans l'introduction, c'est vrai que le budget, c'est un sujet pas évident à appréhender. Et Catherine nous demande, enfin nous dit, les chiffres du budget en absolu sont difficiles à interpréter. Est-ce qu'on peut en avoir un benchmark par rapport à des villes comparables? On est dans en termes de montant budgétaire, on est globalement dans la moyenne, c'est-à-dire que ce qui nous caractérise, c'est plus la solidité et la prospérité de la ville et sa capacité à faire des réserves que le montant de ses dépenses de fonctionnement et de ses dépenses d'investissement. Disons que, comme ça varie beaucoup les dépenses d'investissement pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, on est un peu difficile à classer. En fonctionnement, on est un peu, par rapport à nos moyens, on est un peu en deçà de ce que sont des communes environnantes, en tout cas des communes comparables, pardon, pas forcément environnantes, de la même strate. On est, quand je disais que nous sommes probablement un peu trop prudents à Verrières-le-Buisson, en tout cas la majorité, c'est à ça que ça voulait faire référence. On est plutôt en bas de la distribution. On n'est pas tout en bas, mais on est plutôt en bas. Voilà. Donc, on pourrait facilement, pour prendre des chiffres un peu à l'emporte-pièce, avoir un budget de fonctionnement qui augmente de 2-3 millions et un budget d'investissement pareil, sans dommage particulier. Surtout si on s'inscrit dans une gestion pluriannuelle.
Ok. On a à présent une question de Mathilde à propos des subventions aux associations. Donc, elle dit avoir suivi le dernier conseil municipal, donc celui du 11 février, et elle ne comprend pas pourquoi au moment où on a abordé le sujet des subventions aux associations, on a manifesté notre mécontentement par rapport à ce qui était présenté. Alors, on a un débat qui a commencé avec Bernard Mancienne, qui s'est poursuivi avec Thomas Joly et qui perdure avec le maire actuel, qui concerne les demandes des associations. Nous considérons que le conseil municipal, c'est-à-dire pas simplement l'opposition, mais le conseil municipal dans son entier, devrait connaître les demandes des associations, devrait être saisi des propositions de la municipalité et devrait statuer au vu de ces deux éléments. Nous, on ne veut pas décider à la place du maire. Ce qu'on dit simplement, c'est que quand une association se voit attribuer une somme de 1 000 € et qu'on ne sait pas si elle en a demandé 2 000 ou 0, ou quand elle se voit attribuer une subvention de 30 000 € et qu'on ne sait pas si elle en a demandé 40 000 ou 10 000, c'est un peu gênant pour se faire une idée, si vous voulez. On est dans un tunnel où il n'y a pas de lumière. Donc ça, c'est vraiment la clé. Après, bon, il peut y avoir des avis différents selon le fait qu'on va donner une subvention exceptionnelle à un tel et pas à un tel. Enfin, tout ça nous paraît manquer singulièrement de clarté. De la même manière, le conseil municipal n'est pas saisi, ou très rarement, des conventions qui lient la commune aux plus grosses associations, puisque à partir d'un certain seuil de financement, la convention est obligatoire. Les contrôles, d'ailleurs, sont obligatoires, avec normalement l'exigence d'un rapport à la fois d'un expert comptable et d'un commissaire aux comptes. Bon, il se trouve que je connais bien ces règles parce que je les ai en partie fabriquées il y a 25 ans. Donc, voilà. Et à Verrières, je ne dis pas qu'elles ne sont pas respectées, mais ce n'est pas systématiquement respecté. Donc, premièrement, nous ne connaissons pas les demandes des associations et ce qu'on pourrait caractériser comme leurs besoins, puisqu'en général, quand elles demandent, c'est qu'elles ont un besoin ou un projet. Et deuxièmement, pour les associations les plus grandes, nous avons des éléments d'information intéressants, mais qui ne sont pas toujours complets, en tout cas à la hauteur de ce que la réglementation demande. Ça fait un peu beaucoup. Effectivement. On a une nouvelle question de Magalès, qui nous dit que certaines entreprises investissent dans Verrières et sont prêtes à payer des rentes pour mettre en place des services, par exemple l'antenne 5G qui fait par ailleurs l'objet de débats. Ce sont souvent les particuliers qui profitent de ces rentes. Quitte à supporter les désagréments, la mairie ne pourrait-elle pas récupérer ces projets et ainsi profiter de recettes supplémentaires? Alors, il y a un débat juridique là-dedans qui n'est pas très simple, mais qu'on peut résumer de la manière suivante. Les communes ont depuis 1871, ça date de la commune d'ailleurs, ce qu'on appelle une compétence générale, la clause de compétence générale. Et puis les textes sont venus petit à petit défaire cette compétence générale pour prévoir que certaines de ces activités, par exemple, remontent à l'intercommunalité. Donc on n'a plus de compétences, par exemple en matière de relations avec les entreprises, financièrement parlant. Nous considérons que ce n'est pas parce que c'est la responsabilité de l'intercommunalité de Paris-Saclay qu'il faut s'en désintéresser. D'abord, on peut peser sur les choix de Paris-Saclay, on peut promouvoir des projets verriérois en les défendant auprès de l'agglo. Je rappelle que Verrières est l'équivalent dans Paris-Saclay de ce que la France est dans l'Union européenne. On dit souvent l'Europe, c'est les autres. Non, l'Europe, c'est nous et Paris-Saclay, c'est nous. Enfin, c'est nous au sens communal du terme. Par exemple, on nous a répondu une fois qu'on ne savait pas trop ce qui se passait au lac puisque le nouvel aménagement du lac était totalement financé par l'agglomération. C'est un peu étonnant quand même. Donc, c'est très bien que ça a été financé par l'agglomération, sans doute, mais est-ce que c'est pour autant une explication pour ne plus, ou un argument pour ne plus s'en occuper? Nous ne le croyons pas. Donc, il peut tout à fait y avoir des relations conventionnelles, contractuelles avec des commerçants, il y en a d'ailleurs sur différents sujets, ou avec des entreprises qui commencent d'ailleurs par ne pas aller leur casser les pieds dans les zones d'activité où elles exercent, c'est un début. Et parce que la commune a gardé des compétences. D'abord, rien n'empêche de se parler. Et en plus, les compétences qu'elle a conservées en matière d'urbanisme, d'aménagement, etc., sont très importantes pour les entreprises. Il n'y a pas simplement le business qui compte, ni le fait que la commune puisse ou pas investir directement dans une entreprise, qui n'est pas en général ce qu'elle nous demande. Elles ont d'autres opérateurs et d'autres partenaires pour ça.
Donc, nous pensons qu'il faut exercer ses responsabilités et que quand on n'en a plus la possibilité juridique, il faut les prendre, j'allais dire, politiquement. Le maire, il est par exemple responsable de la sécurité, il est officier de police judiciaire, il n'est pas le chef de la police, mais évidemment, il discute avec la police. Bon, en matière de développement économique, c'est la même chose, il faut savoir s'ouvrir à des partenaires, et c'est comme ça que cette ville peut se dynamiser, et non pas en attendant que les choses tombent des arbres comme des fruits mûrs, ce qui est rare en matière économique. Merci, merci pour ta réponse, Michel. Je crois qu'on a fait le tour des questions qui nous ont été posées sur le live Facebook. On vous remercie encore une fois d'avoir suivi, ou que vous êtes peut-être d'ailleurs en train de suivre en différé. On vous donne donc rendez-vous pour un prochain débat dont le sujet n'est pas encore déterminé, mais on va continuer à vous alimenter avec des réflexions, des débats, l'objet étant de faire ce que les autres ne font pas, c'est-à-dire de vous impliquer et de discuter avec vous. Nous vous souhaitons donc une bonne soirée et puis nous vous disons à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.